euphorie sur le shekel et la bourse après le renversement de Bachar Assad en Syrie, et une nouvelle façon d'investir dans la pierre qui a beaucoup d'avenir. Vous le connaissez, c'est Daniel Guggenheim et ses chroniques sur la presse économique pour savoir ce qui a pesé cette semaine. Daniel, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors Daniel, aujourd'hui nous allons évidemment parler des événements en Syrie, des conséquences économiques du renversement du régime de Bachar el-Assad. Qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur notre économie ? Oui, tout à fait. Je voudrais d'abord souligner un point que la presse économique financière israélienne l'a mis en exergue. L'économie syrienne, sûrement de Bachar el-Assad, était basée sur la production et l'exportation de la drogue. En Israël, ça s'appelle Captagon, en anglais. La fameuse. Ouais, la fameuse pénicilline, qu'ils ont donné d'ailleurs les terroristes du 7 octobre qui sont venus attaquer. Ils en consommaient, c'est pour ça qu'ils ont fait une partie des raisons qu'ils ont pu faire ces crimes horribles. Et donc c'était 5 milliards de dollars. C'était la première exploitation du pays. On considère que c'est 80% de sa richesse. Ils exportaient surtout dans les pays voisins, Liban, comme on peut penser, mais également en Amérique du Sud. Et on espère, le monde économique libéral et moderne espère que le fait que ce régime tombe, qu'il y aura plus ça, et ça va avoir une conséquence économique même mondiale par rapport à ça. Sa première... le marché de cette drogue s'écroule. Exactement. Voilà, c'est ce que les économistes prévoient. Oui, ça c'est une chose possible. Une deuxième chose, voilà, concernant Israël, puisque vous avez demandé sur l'économie israélienne. D'abord, je regarde ce que les marchés financiers ont fait. Alors, cette semaine, depuis le renversement de Bachar el-Assad, le shekel continue sa lancée folle, on dirait, on emploie le terme israélien, maintenant en Israël, d'horaire, ça veut dire cavale. Et je donne un exemple, il est revenu par rapport au dollar cette semaine autour de 3,55 et par rapport à l'euro aussi 3,75. C'est des chiffres qu'on n'a pas vus depuis plusieurs mois et donc apparemment le marché financier est content. Et la bourse est euphorique. Elle est toujours, tous les jours des records historiques. Donc ils voient ça. Donc ils voient ça d'une bonne chose. Alors, qu'est-ce que nous, on peut dire? Je pense, et ce que disent aussi les journalistes économiques que j'ai vus, d'abord qu'à court terme, il est vrai qu'on peut penser que ça peut alourdir le budget militaire d'Israël. Puisqu'il y a une autre... c'était assez calme du côté entre Israël. C'est vrai qu'Israël attaquait la Syrie en avion. Ça nous donne un nouveau front à nous occuper. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de terrestre jusqu'à maintenant. C'était que l'aviation. Bien qu'on sait qu'ils ont réussi, point de vue militaire, des choses très très bonnes. On espère que ça continuera comme ça. Mais on peut penser que c'est une première chose, point de vue économique. Ce qu'en fait, à mon avis, le marché financier voit et l'ensemble des analystes, c'est la chose suivante. Et on a le bon scénario, il faut être assez optimiste, c'est-à-dire que ça arrivera à se stabiliser ou que ce régime qui sera à côté de nous, point de vue économique, ne nous demandera pas à l'avenir d'augmentation de budget militaire, ou voire le contraire. Et bien sûr, la situation sécuritaire à Israël, qui ne fait que s'améliorer, fait baisser, comme on l'a dit plusieurs fois dans nos chroniques, la prime de risque d'Israël. Et donc ça, c'est une deuxième chose qu'on voit, et c'est à mon avis, c'est ce qui se passera à moyen terme, point de vue des événements que nous voyons ici. Donc ça, c'est plutôt positif. C'est accompagné, maintenant qu'on le sait, d'une baisse du déficit, d'ailleurs, ces résultats-là de déficit gouvernemental au mois de novembre, on a eu les chiffres. On pense que ce que j'ai dit à point de vue du shekel qui sera fermé, ça va faire freiner, voire même peut-être baisser l'inflation. Il y en a déjà qui parlent d'une inflation entre 2,5 et 3% l'année prochaine, alors qu'on était plutôt sur 3% et plus. Et une dernière chose, ça pourrait, on espère, faire baisser le taux de la Banque d'Israël. Donc, le marché financier est assez optimiste parce qu'il prend ce scénario dont j'ai parlé à moyen terme. Bon, c'est plutôt encourageant. On n'a plus qu'à attendre pour voir ce qui va vraiment se passer. Alors maintenant, c'est un thème qui vous est cher, Daniel. Serait-ce la fin des casse-piotes, ces fameuses obligations qui nous permettent de faire des économies, de placer notre argent? Vous les prônez très souvent dans cette émission, puisque pour vous, c'est un placement sûr. Or, la presse financière cette semaine, s'interroge sur l'avenir de ces casse-piotes.
vous avez parlé d'obligations. Il faut préciser ici que les casse-pilotes sont placés surtout dans les obligations de la Banque d'Israël. Donc, ils sont tout à fait sûrs. C'est pas des obligations d'entreprise et même pas la plupart, et même pas d'État. C'est surtout, si c'est, et encore une fois, si c'est des entreprises, c'est très très coté et très faible quantité dedans. Donc, c'est un produit extrêmement sûr, comme vous l'avez bien rappelé. Alors, ici. pourquoi la presse s'interroge? Parce que pour la première fois, depuis 3 ans, il y a moins de collecte dans les casse-pilotes. C'est-à-dire, depuis 2022, chaque fois, les casse-pilotes augmentent, les gens épargnent de plus en plus, au détriment de ce qu'on appelle le SICAV traditionnel, qui sont des SICAV d'obligations générales ou d'actions. Et ce qu'on a remarqué au mois de novembre, et c'est assez impressionnant, les casse-pilotes n'ont augmenté que de 140 millions de shekels, et les traditionnels, les SICAV traditionnels, ils ont augmenté de plus de 2 milliards de shekels, donc ce qui est énorme, et donc beaucoup plus que les casse-pilotes. Donc ils se sont dit, peut-être les gens maintenant vont arrêter d'épargner dans les casse-pilotes. Alors, il y a de là-dessus, même dans les années financiers, plusieurs écoles. Il y en a qui disent, non, toujours c'est comme ça au mois de novembre, décembre, parce que pour des raisons techniques et surtout liées à l'impôt, les gens à ce moment-là font leur portefeuille, et donc c'est possible qu'ils achètent plus d'autres choses que des casse-pilotes, et ça ne veut rien dire sur leur avenir. Et bien sûr, tout le monde souligne que de toute façon, pour les gens qui ne veulent pas prendre de risques, qui veulent se suffire de plus ou moins le taux de la Banque d'Israël, c'est-à-dire autour de 4,5 en ce moment, et on peut penser que ça sera plus ou moins la même chose l'année prochaine, c'est reste l'élément. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut savoir en psychologie, des marchés qui existent. Ça s'appelle le FOMO en anglais. C'est quoi le FOMO? Des gens qui ont peur de rater le train. Ça veut dire, ils voient, comme je l'ai dit plusieurs fois dans mes chroniques, que les obligations et surtout les actions augmentent chaque jour, font des records. Et ils veulent dire, moi, je veux être dedans. Bien Maintenant, quand on fait, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que souvent, ceux qui font ça, ils arrivent, ils ont vraiment raté le train. C'est-à-dire, ils réagissent après coup. Une fois que ça a monté, ça risque de descendre, bien sûr. Donc, il faut se méfier. Il faut savoir que si on abandonne les casse-pilotes, alors on peut effectivement voir des bien meilleurs scores, mais on prend des risques. Il faut toujours se le rappeler quand on fait ça. Maintenant, ce que je pense, moi, c'est que la bourse israélienne a encore de la marge, c'est-à-dire point de vue de se rattraper au niveau mondial, et si la situation sécuritaire s'améliore comme on le pense, alors dans ce cas-là, elle a encore de la marge. Et donc, même si quelqu'un qui veut diversifier son portefeuille et maintenant acheter autre chose de casse-pilote, je dis pas qu'obligatoirement il va perdre, je dis simplement il y aura plus grande volatilité de son portefeuille. Bon, alors ça me paraît être bien clair. Alors on va continuer toujours dans les placements, on le sait, les Israéliens aiment acheter des appartements pour placer leur argent. Or, il semblerait que la bourse permette de faire un placement équivalent dans des sociétés qui, elles, construisent des appartements dans le but de les louer. Alors, qu'est-ce qui est mieux, Daniel? Je vous pose la question. Est-ce qu'il vaut mieux continuer un placement traditionnel en achetant un appartement pour le louer soi-même, ou vaut-il mieux investir dans ce type de société à la bourse? Apparemment, quand vous faites cette introduction, mon téléphone est sous écoute. C'est-à-dire que vous entendez Léo Lim qui me pose des questions. J'ai souvent, effectivement, des questions de gens qui ont des placements, qui ont déjà un appartement. C'est dans ça que je parle. Je ne parle pas d'un premier appartement. Je parle de quelqu'un qui va acheter, qui se dit, qu'est-ce que vous pensez maintenant que j'achète un deuxième appartement, j'ai toujours la pierre, etc., les choses traditionnelles. Et il y a plusieurs éléments que je voudrais dire à ce sujet. Pourquoi? Parce que cette semaine, d'ailleurs, il y a eu dans la presse financière un article à ce sujet assez intéressant, mais en plus, la Vatataxaville, c'est-à-dire la commission des finances de la Knesset, a décidé de prolonger de 2 ans le taux maximal de ce qu'on appelle sur un achat d'un deuxième appartement, jusqu'à 8%. Oui, c'est ça qu'il faut savoir aussi, qu'on paye cher, 8% du montant de l'achat. Voilà. Donc ça coûte cher quand on a un deuxième appartement, troisième, quatrième aussi, c'est aussi taxé, donc c'est un peu compliqué. Alors peut-être que c'est plus intéressant la bourse finalement. Alors, justement, on va vérifier. D'abord, il faut dire la chose suivante, c'est que, point de vue économique, lorsque vous achetez un appartement, votre épargne est sur un bien. Et donc, il y a un problème des fois aussi de liquidité, parce que le jour où vous voudrez vendre votre appartement, ça ne sera pas facile, et peut-être c'est plus risqué de faire sur un bien son épargne que de le faire sur des entreprises qui sont cotées à la bourse, qu'on appelle REIT en hébreu. Il y en a 4-5 en Israël.
Et donc, c'est le métier. D'abord, quel est leur intérêt à eux? Lorsqu'ils achètent, eux, ils construisent aussi ces appartements pour location, à longue durée. Et le gouvernement les aide. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que à Londres et à New York, c'est comme ça qu'on a résolu le problème du logement. En Israël, on se plaint tellement des locations, du prix des locations, etc. Et ça a été là-bas le fait d'encourager énormément les locations de longue durée. Alors, ils ont 25%, comme je dis, que lorsqu'ils achètent un terrain pour construire, ce que n'a pas quelqu'un quand il achète. Donc, c'est la première chose. C'est un premier bénéfice qu'on peut se dire. Une deuxième chose c'est que on peut se rendre compte de quelque chose de très étonnant. Si on regarde leur bilan comptable, c'est-à-dire ce qu'ils ont moins ce qu'ils doivent, en bourse, ils valent la moitié de ça. C'est très étonnant. Pourquoi ils sont tellement dépréciés par la bourse? Et ils ont expliqué la chose suivante. D'abord, c'est quelque chose qui a commencé seulement plusieurs années. Il y a, à l'heure actuelle, 5000 appartements qui sont en construction dans ce genre-là. Ils espèrent plus tard d'en faire 50 000. Maintenant, ce qui se passe, comme c'est quelque chose qui n'a pas commencé il y a tellement longtemps, au début, il n'y avait que 10% des appartements qui étaient terminés, qui étaient loués. Maintenant, ils disent qu'on en est à 50%, et ils pensent qu'on arrivera, eux, leur but, c'est d'arriver à 80-85% des appartements qui sont loués, et le reste qui sera en construction. Et donc, le bénéfice serait encore beaucoup plus important que ce qu'il est à l'heure actuelle. Et on prévoit donc c'est quelque chose qui est un placement sûr pour l'avenir. Plus ça va être, ils pensent, et plus c'est des dizaines de milliards de shekels. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'il faut toujours regarder qu'est-ce qu'ils font les institutionnels. C'est-à-dire, nous avons des caisses de retraite ou ce qu'on appelle les grands fonds d'investissement, les grandes maisons d'investissement, Migdal, des choses comme ça. Et récemment, justement, Migdal s'est associé avec une des sociétés dans un projet de construction de location à longue durée. Donc, ils y croient. À 50-50. Et donc, exactement. Et donc, c'est quelque chose que, à mon avis, d'abord, ça sera formidable pour les gens. Ça permettra de limiter le prix des locations, parce qu'on n'a pas le droit, dans les 10 ans, ça augmente selon l'inflation, mais les loyers, c'est pas comme dans le marché libre, où ça peut être les loyers sont bloqués. Les loyers sont bloqués, sont indexés à l'inflation, mais ils ne peuvent pas augmenter de façon inconsidérée comme ils le font sur le marché libre. Et donc, c'est très intéressant parce que... Donc, c'est intéressant pour les propriétaires parce qu'ils ont moins de taxes, ça leur coûte moins cher, et c'est intéressant pour les locataires parce que le loyer est fixe, donc c'est un projet qui risque d'avoir de l'avenir. C'est pour ça que moi, je conseille l'épargne d'or, c'est bon pour tout le monde. Voilà, parce que franchement, c'est vrai que 8%, c'est beaucoup d'argent. Tout à fait. Donc, c'est un projet intéressant. Merci de nous en avoir parlé ce matin. À réfléchir, on va conclure avec l'année 2024 qui se termine. Et pour, on va dire, les startups israéliennes, c'est une année record, incroyable mais vrai. Malgré la guerre, ça a marché pour eux. Des exits formidables. Vous savez, souvent, j'essaie de terminer ici par une bonne nouvelle, quelque chose d'optimiste. La semaine dernière, j'ai fait que les plaintes. Alors, je me suis dit, il faut que je me rattrape cette fois-ci. Et alors, c'est incroyable. Malgré la guerre, comme vous l'avez dit, ce qu'on appelle les exits, c'est quoi? Une start-up israélienne se fait et elle marche bien, et il y a des gens qui veulent l'acheter ou bien se fondre avec elle. C'est la même chose quand je parle. On appelle ça en hébreu mizoug, être ensemble. Fusionner, tout à fait. Et justement, il y a un congrès qui s'appelle Fusion, utilisé justement par le fonds Fusion, qui a réuni 200 personnes et qui a publié ce chiffre-là, plus de 10 milliards de dollars d'exit ou de fusion cette année. Ça n'est jamais arrivé. Le précédent record était de 8 milliards. Il a été fait en 2021. Maintenant, si on regarde aussi, vous allez me dire, bon, ça va, mais et au niveau des collectes, comment ça se passe? Peut-être la guerre a empêché. Eh bien, on est arrivé à 8,1 milliards de dollars, alors que l'année dernière, pour les 3 trimestres, non, c'est les 3 trimestres, avant la guerre, on est arrivé à 7,3 milliards. Donc, on a augmenté. Donc, on a augmenté sur la même période, malgré la guerre. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Simplement, il y a eu moins de collectes, point de vue, combien d'entreprises ont collecté, mais plus d'argent à chaque collecte. Maintenant, ce qu'ils ont regretté, c'est qu'il y a une sorte de population qui n'est pas venue investir chez nous cette année, c'est les Asiatiques et les Européens. Les Américains sont très, très présents dans la collecte et dans les exits des sociétés israéliennes, mais l'Europe et l'Asie... J'aimerais dire, Daniel, tant pis pour eux. Voilà. C'est ça. Alors, on espère votre. Voilà, et puis on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, pour d'autres nouvelles économiques qui ont buzzé dans la presse. Merci, et à la semaine prochaine. Avec plaisir.